Nous exprimons-nous de la même manière dans les différentes situations de la vie courante. En réunion, au téléphone ou en conversation privée, nos modes d'expression changent et s'adaptent. Une mécanique qui ne concerne pas seulement l'expression verbale. Derrière les murs de l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique-musique, une équipe composée d'un musicologue, d'une psycholinguiste et d'un philosophe s'intéresse à l'expression musicale dans sa forme la plus libre, l'improvisation. Se pourrait-il que des musiciens communiquent eux aussi différemment, selon qu'ils soient ensemble ou séparés? Et quel impact cela a-t-il sur leur créativité? Pour tenter de le découvrir, les scientifiques ont choisi d'étudier un style musical très particulier qui a émergé dans les années 60, l'improvisation libre. Un genre qui réclame de dialoguer avec l'autre sans partition ni thème déterminé. La musique improvisée, c'est un genre de musique qui est fascinant parce que c'est un genre de musique où les musiciens ne prévoient pas à l'avance ce qu'ils vont jouer. Et donc là, ça pose vraiment une question de savoir comment ils se coordonnent. Est-ce que même ça a un sens de dire qu'ils sont coordonnés? Et si ça a un sens, comment est-ce qu'ils font? Donc quels sont les mécanismes? Et conceptuellement aussi, quel genre d'action ils font ensemble? Est-ce que c'est une action collective qui est de même nature que l'action collective que font les musiciens quand ils ont une partition commune? Ou est-ce que c'est une autre forme d'action collective? Est-ce qu'elle est moins collective, plus collective? Donc c'est vraiment un réservoir, un laboratoire très intéressant pour poser des questions plus générales au sujet de la coordination et de l'action collective. Pour les besoins de cette étude, les chercheurs de l'IRCAM n'ont quant à eux rien improvisé. Ils ont convoqué une vingtaine de musiciens pour conduire une expérience. Trompette, basse, saxophone ou encore alto vont former des duos le temps de quelques improvisations. Les musiciens qui participent ne se connaissent pas tous et jouent parfois ensemble pour la première fois. Réunis en studio, ils vont improviser dans la même pièce durant environ 5 minutes. L'occasion de mettre en place un dialogue complexe. En fait, l'idée, elle est assez simple. C'est-à-dire un musicien qui va essayer de faire quelque chose de créatif, d'original, de singulier, qui a certaines propriétés esthétiques, il va manipuler tout un tas de paramètres. Il va manipuler les hauteurs, la dynamique, le timbre, la texture, etc. L'idée, c'est en fait que quand on est deux, quand on est plusieurs, parmi ces ressources, parmi ces choses qu'on manipule, il y a aussi l'interaction, c'est-à-dire la manière qu'on a de se comporter l'un avec l'autre, la manière qu'on a de se lier les uns avec les autres. L'idée de ce protocole, c'est de voir comment l'interaction devient une ressource pour l'action collective créative. Le second volet de l'expérience étudie l'effet de l'interaction physique et visuelle sur le dialogue entre musiciens. Ils vont cette fois devoir improviser, mais dans 2 pièces différentes. Le contact avec l'autre musicien ne se faisant qu'à travers un casque d'écoute. S'autorise-t-on les mêmes choses lorsque l'autre n'est plus présent physiquement? Et quels signaux utiliser alors pour communiquer avec lui? Il y a pas mal de parallèles qu'on peut faire entre la communication langagière et puis la communication musicale. Il y a une différence qui est assez fondamentale, c'est que la communication musicale, ça se fait sur la base d'un espèce de code qui est très sous-déterminé, alors que la communication linguistique, il y a un code qui est bien plus déterminé, avec des mots dont on a construit un sens. Et en musique, il y a aussi des espèces de socles communs, des connaissances communes que les musiciens ont entre eux et qui leur permet de communiquer. Mais ça va être souvent des choses qui sont beaucoup moins déterminées. Ça va pas être passe-moi le sel, ça va pas être ferme les rideaux, quoi. Ça va être peut-être plutôt des directions. Par exemple, tiens là on va essayer de changer ce qu'on est en train de faire, ou tiens là moi je viens vers toi, ou je m'éloigne. Donc ça va être vraiment des trucs qui vont être plutôt des espèces de signaux qui sont envoyés mais qui sont très sous-déterminés par rapport à la communication linguistique. À la sortie du studio d'enregistrement, les musiciens vont être mis à contribution pour annoter leur performance. Isolés dans un box insonorisé, ils vont devoir réécouter leurs improvisations et tenter de les évaluer. Les scientifiques s'appuient sur un programme qui permet aux musiciens de signaler si à un moment donné, il a plutôt joué avec, contre ou sans son partenaire. Casque sur les oreilles, les musiciens vont ainsi pouvoir décrire leur jeu en temps réel pour chacun des morceaux. Des données qui vont permettre aux scientifiques de décrypter le fonctionnement de l'improvisation et de définir l'impact de l'interaction physique. Pour chaque musicien et pour chaque duo, on peut regarder, on va dire, le degré d'incongruence qu'ils ont introduit dans leur musique. C'est-à-dire à quel point ils se sont éloignés de se jouer avec, justement, à quel point ils ont
pas voulu être strictement dans la l'imitation, la similarité de ce que faisait l'autre. Ça, c'est une des premières choses qu'on peut regarder, et on peut supposer que ce degré d'antagonisme, si tu veux, il est corrélé d'une manière ou d'une autre avec des propriétés esthétiques fondamentales de la performance, avec le fait qu'on va avoir tendance à trouver cette performance plus créative. Et puis la deuxième chose qu'on peut regarder, c'est est-ce qu'ils ont, oui ou non, la même posture d'interaction. Est-ce que les interactions sont similaires, symétriques, je pourrais dire, ou est-ce qu'au contraire, ils tendent, quand l'un joue avec, l'autre tend à jouer contre, etc. Il y a peut-être une sorte de distance entre les deux points, le point du musicien A et le point du musicien B, idéal, qui optimise, on va dire, la relation entre les deux musiciens pour avoir un résultat qui soit peut-être plus original, plus esthétiquement satisfaisant. Cette étude n'en est qu'à ses débuts. Dans quelques mois, les improvisations enregistrées vont être soumises aux oreilles d'auditeurs, amateurs ou non, de ce type de musique. À leur tour, ils devront annoter leur écoute et évaluer la créativité des morceaux. En superposant ces sensations d'auditeurs avec les intentions de jeu des musiciens, les scientifiques pourraient isoler les paramètres qui rendent une conversation musicale plus créative qu'une autre. Une formule magique dont le secret réside pour l'instant entre les lèvres et les doigts de ces musiciens à part.